Bonjour, je m'appelle Nicolas et bienvenue dans Nous, le podcast qui met en avant des parcours de vie extraordinaires. Nous, c'est l'idée que chacun de nous a une histoire à raconter. Chaque récit que nous partagerons ici nous rappellera que derrière chaque individu se cache un parcours unique, mais aussi des combats, des triomphes et des leçons qui résonnent en chacun de nous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons découvrir le combat extraordinaire de Lorraine contre la maladie de Charcot. Depuis son diagnostic il y a 2 ans, elle remue ciel et terre pour faire bouger les choses. Elle souhaite que la recherche avance. Elle est un symbole de force et de courage. Nous allons vivre aujourd'hui une leçon de vie que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Préparez-vous à découvrir le pouvoir de la résilience face aux épreuves de la vie. Parce qu'ensemble nous sommes plus forts. Bienvenue dans Nous. Bonjour Lorraine. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté d'être ma première invitée et de nous accueillir chez toi à Annecy. Avec plaisir, je suis très contente. Cette foutue maladie est devenue le combat de ta vie. C'est devenu le combat de ma vie. Alors j'aime pas dire combat, je préfère dire une nouvelle aventure de ma vie. Et là, pour ma part, c'est l'exploration d'une route pour aller chercher un traitement, pour aller trouver une solution pour stabiliser la maladie de Charcot ou du moins, ou alors au mieux l'éradiquer. Ce qui est incroyable, c'est vraiment ta prise de recul que tu prends sur cette maladie, comme si tu n'étais pas malade, comme si tu n'étais pas concerné. D'où trouves-tu ta force ? Je ne sais pas où je la trouve, mais en tout cas, un diagnostic comme ça vous fait plonger dans des ressources que vous connaissiez même pas. J'explore une force que je soupçonnais même pas. En fait, c'est incroyable. Oui, c'est ça. Tu te rends pas compte, non. C'est incroyable. Non, je me rends pas compte. Il y a quelque chose qui m'a marqué chez toi, sur toutes tes interviews que j'ai vues de toi, c'est ton sourire. Malgré cette maladie incurable, ton sourire est toujours là. Il y a du grand sourire, mais il y a des larmes aussi que vous ne voyez pas forcément, mais il y en a aussi. C'est pas tous les jours simple, même si j'ai le sourire. Je garde que le positif, mais ma vie est devenue un peu compliquée à vivre. C'est quoi ces moments difficiles que tu évoques ? Quand je fais un petit peu la rétrospection de ce que je pouvais faire avant, toute seule, avec mes bras, quand je pouvais marcher des kilomètres, parce que j'adore marcher, et maintenant c'est devenu très compliqué. C'est tout ce que je pouvais faire avant et que je peux plus faire aujourd'hui. Alors bon, c'est sûr que quand on pense à ça me rend un peu triste. Mais j'essaye de garder le positif et de me dire, tu sais encore faire ça toute seule. Donc j'essaye de regarder plutôt le verre à moitié plein. Je t'ai contacté il y a quelques mois sur LinkedIn, après avoir découvert un post dans lequel tu parlais de ta maladie, un post qui m'a clairement bouleversé. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que tout le monde connaissait le nom de la maladie de Charcot, mais pas forcément ce que c'est. Tu savais ce que c'était cette maladie avant de tomber malade ? Non, je ne savais pas vraiment ce que c'était. J'avais entendu parler de cette maladie, mais sans savoir quels étaient les symptômes. Je ne connaissais pas plus que ça, non. J'en veux pas du coup aux gens quand ils me disent qu'ils connaissent pas, mais je me rends compte que 9 personnes sur 10 me disent j'ai entendu mais je sais pas ce que c'est. Il y a un traitement pour cette maladie ? Non, il n'y a pas de traitement aujourd'hui. Comment est-ce que c'est possible d'entendre ça en 2025 ? C'est impossible pour moi. C'est pas possible d'entendre ça. On arrive à aller sur la Lune, pourquoi on n'arriverait pas à aller investiguer le système neurologique du corps humain ? Il y a un peu de colère ? C'est plus que de la colère là, c'est bien au-delà. Quels sont tes symptômes actuellement ? Alors moi j'ai une perte de force. Alors ça a commencé par la main gauche, le bras. Là ça se met petit à petit sur ma main droite. Ça se met également sur ma jambe gauche. Également j'ai du mal à marcher. C'est pas évident du tout. Quels sont les symptômes d'une personne en stade avancé ? Les muscles répondent plus. Vous avez que les yeux qui bougent. C'est terrible. Vous avez le corps complètement enfermé en prison finalement. Et c'est juste infernal, horrible. C'est des choses auxquelles tu penses ? Non. Comment vous voulez qu'à mon âge, j'ai 37 ans aujourd'hui, comment vous voulez qu'on pense à ça ? Oui, ça me passe par la tête forcément des fois, c'est obligé, mais je me sens complètement détachée de tout ça et je suis persuadée que je vais guérir. Et je rappelle, message de prévention, si vous souhaitez vous renseigner sur la maladie de Charcot, également appelée la SLA, ou faire un don, rendez-vous sur le site arsla.org, arsla.org. C'est ça. C'est le nerf de la guerre, le financement. Ah oui, c'est comme tout. Hein. Ouais.
Je te propose que l'on remonte dans le temps et que nous revenions en janvier 2022, période à laquelle ta vie a basculé. Eh bien, on est en janvier 2022 à Annecy. Il fait nuit, il fait moins 8 degrés, il fait très froid. J'ai les mains engourdies comme tout le monde, ça fait froid. Le froid paralyse un peu les mains. Je veux fermer ma voiture, du coup, pour rentrer chez moi. Et dans mon pouce gauche, je n'y arrive plus. J'ai plus de force, je n'arrive pas à appuyer. Donc, je change de main. Ça ne m'a pas du tout inquiétée. Mais ça a commencé comme ça. Et puis, ça a été à crescendo. Oui, en faisant mes courses, je prends quelques articles dans mes bras et que je laisse tomber dans les rayons, anormalement. Des articles qui n'étaient pas forcément très lourds. Je me rappelle un jour, je faisais une omelette. J'avais un saladier en verre et je battais mes œufs comme ça. Je suis droitière et en fait, forcément, on tient le saladier bras gauche et il a ripé complètement. Alors que pour moi, je le tenais bien. Il n'y avait pas de raison qu'il ripe et qu'il se casse par terre. Comme je suis esthéticienne masseuse aussi, je faisais de temps en temps des massages à mes amis. Et ils me disaient, c'est bizarre, dans ta main gauche, dans ton pouce gauche, t'appuies beaucoup moins. Est-ce que c'est normal ? Et donc j'ai dit, non, c'est pas normal. T'avais des douleurs à ce moment-là ? Non, j'ai pas de douleur. J'avais quelques fasciculations, on appelle ça. C'est comme si vous êtes allongé sur votre lit, comme si vous alliez dormir, et vous avez tous vos muscles qui tressautent. Vous savez, parfois, on a l'œil qui tressaute. C'est pareil, ça fait pas mal, mais... Ça t'a inquiété sur le moment ? Non, ça m'a pas inquiété. Je me suis dit, je dois être fatiguée ou... Ça doit être nerveux, mais pas plus que ça, non. Puis en septembre 2022, tu as consulté ton médecin généraliste pour toute autre chose. Oui, tout à fait. J'y allais pour renouveler mon traitement pour les allergies au pollen en homéopathie. Et en deuxième partie de consultation, je lui ai parlé justement de ma perte de force dans la main. Donc elle m'a fait des tests de force avec ses mains, ses bras. Je devais pousser son bras, tirer son bras, etc. Puis elle a remarqué que j'avais vraiment une perte de force considérable dans la main gauche. Donc elle m'a fait une ordonnance pour aller consulter un docteur qui fait des électromyogrammes. Voilà, que j'ai appelé le jour même et j'ai eu une place le lendemain. Le lendemain, j'y suis allée, j'avais rendez-vous. Il m'a mis des électrodes de partout, jusqu'à l'épaule, de la main jusqu'à l'épaule. Et là, je vois une machine où il commence à monter le courant. Ça partait de quelques volts jusqu'à 25, 30 volts, il me semble. Et ça m'a fait pleurer de douleur, tellement c'était horrible, vraiment. Il y avait une demi-heure par bras à peu près, pour vous dire, j'ai souffert. Après, il a commencé à mettre des aiguilles dans chaque muscle. Et donc pareil, j'avais des aiguilles dans la main, le bras, l'épaule. Et pareil, il remet ses volts. Et là, c'était l'enfer. Je vois son visage, pas très rassurant, pas très rassuré. Après, j'ai reçu le compte-rendu de cet électromyogramme. Je l'ai envoyé à un ami qui est urgentiste sur Annecy. Et il m'a dit, écoute, prends vite rendez-vous avec un neurologue. Je dis, mais écoute, à Annecy, il y a 8-9 mois de délai. Comment je fais ? Il me dit, appelle vite le pôle neuro de Lyon. Ils vont bien s'occuper de toi. C'est le pôle national. Donc j'appelle et je tombe sur une secrétaire hyper sympa qui me dit, écoutez, il y a 1 an d'attente, mademoiselle. Voilà, rappelez-nous dans 1 an. Bon, elle a entendu mon angoisse dans ma voix. Je dis, mais vous vous rendez compte, je ne vais pas attendre 1 an, qu'est-ce que je vais faire, quoi ? Et elle me dit, est-ce que vous avez déjà fait des examens ? Et je lui dis, oui, j'ai fait un électromyogramme et un IRM. Elle me dit, envoyez-moi tout ça par mail et puis je le montre au médecin et je vous rappelle. Elle m'a rappelé 3 jours plus tard
pour me dire que je serais hospitalisée dans un mois, pendant 3 jours. Je dis, mais il n'était pas question d'une hospitalisation, c'était un rendez-vous d'1 heure. Elle me dit, écoutez, c'est le médecin qui m'a demandé de vous hospitaliser, donc ce sera dans un mois. Tu t'inquiètes à ce moment-là? J'étais mitigée. Je me suis dit, mais comment ça se fait que je demande juste un rendez-vous chez un neurologue, un rendez-vous d'1 heure, et ça passe en hospitalisation de 3 jours. Après, je me suis dit, mais ça passe de 1 an à 1 mois. Bon, j'étais contente qu'il s'occupe de moi rapidement, mais c'était un peu inquiétant, ouais. Le 7 novembre 2022, c'était un lundi, je me souviens, j'étais allée avec mes parents, ils m'ont accompagnée là-bas. J'installe mes affaires, etc. Puis là, j'ai un neurologue qui vient me voir et qui va m'expliquer un petit peu le programme de ces 3 jours. Et là, j'ai dit, oulala, il y a tout un paquet d'examens. Je suis passée au microscope, vraiment. J'ai eu je sais pas combien d'examens, dont une ponction lombaire. C'était le truc qui me faisait le plus flipper. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que est-ce que ça fait mal? J'avais plein de questionnements. Et j'ai eu une grosse prise de sang. Ils m'ont prélevé je sais pas combien de tubes. J'ai eu un gaz du sang, ça c'était aussi très douloureux. J'avais jamais connu ça. Un test respiratoire. J'avais donc ma ponction lombaire, un autre électromyogramme évidemment. Enfin bon, j'avais des électrodes de partout, des aiguilles partout. C'était horriblement douloureux. Trois jours plus tard, le 9 novembre 2022, le couperet tombe. 9 novembre 2022, c'est une date qui est un peu, qui sonne un peu amère chez moi. Oui, vers il était quoi, midi et demi par là, le neurologue référent, on va dire, de ces 3 jours-là, il m'avait donné rendez-vous de toute façon et j'avais dit à mes parents, écoutez, si vous voulez venir avec moi, j'ai le neurologue qui vient m'expliquer un petit peu ce qu'il en est de ces 3 jours. Et là où il m'explique justement une sclérose latérale amyotrophique. Et là, je lui dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais jamais entendu parler de ça. Mais en aucun cas, il a prononcé la maladie de Charcot. Donc, il m'explique ce que c'est, et c'est une maladie donc neurodégénérative, où là, il a pris un papier, il m'a fait un dessin pour que je comprenne, donc avec un cerveau, une moelle épinière, des muscles, et où il m'explique la dégénérescence des cellules moteurs, voilà, qui sont responsables des commandes des muscles. Et c'est pour ça que j'avais justement une atrophie dans la main. Atrophie, j'avais vraiment la main creusée. Et il m'expliquait que c'était dû à ça, c'est que les muscles répondent plus et donc ils s'atrophient tout seuls finalement. Je crois que à ce moment-là, ton cerveau, il fait un écran noir. Oui. Je sais plus trop où j'habite. J'entends sans entendre. J'entends, de toute façon, le mot sclérose, c'est sûr que c'est pas très joyeux. Et là, je me dis, c'est bon, j'ai mes 2 parents qui sont là, donc j'ai 2 cerveaux pour écouter ce qu'il dit et ils m'expliqueront peut-être tout à l'heure, mais je pense que mon cerveau s'est mis en mode protection pour me protéger de tout ça. Je pense que le corps humain est bien fait. Tes parents, ils réagissent comment sur le moment? Ils sont scotchés, je pense qu'ils n'y croient pas vraiment sur le coup. Ils se demandent... de toute façon, on se demande tous si c'est le bon diagnostic, même si je leur fais absolument confiance, mais on se dit, mais ils se sont peut-être trompés ou il y a peut-être encore quelque chose à creuser. On a tous envie de penser comme ça, de toute façon, sur un diagnostic de la sorte. C'est compliqué, ouais. Et après, on t'annonce que tu vas avoir un profil handicapé. Oui. L'assistante sociale qui vient juste après lui, j'ai eu tout un défilé de personnes qui sont venues dans ma chambre. Et c'est l'assistante sociale qui m'explique j'allais dire mon futur statut, mais non, mon statut handicapé. Donc je comprends rien à tout ça. Je dis mais pourquoi vous me dites ça? Oui, c'est comme ça. Donc elle commence à me parler de la MDPH, de me faire mon dossier. Elle me demande si j'habite dans un appartement, si je suis seule, si je suis avec des ascenseurs, des escaliers et tout. Je me dis non, je suis au premier sans ascenseur. Et il va falloir peut-être penser à déménager. Et je lui demande pourquoi. Parce que j'ai juste ma main qui est affaiblie, mais sinon je marche très bien. Donc je comprends pas, mais bon. Et je ressors avec une pile de papiers à lire à la maison.
Ensuite, j'ai une psychologue qui vient dans ma chambre, qui reste un petit moment, qui parle, je savais pas quoi lui dire. Ensuite, j'ai une kiné, puis ensuite une ergothérapeute. Mais on comprend rien, hein. J'arrive plus à réfléchir. C'est difficile. Mais en même temps, je pense que si c'était à refaire, je préférerais qu'ils s'y prennent de la même façon. J'aurais pas envie d'entendre une éventuelle espérance de vie. Enfin, bon, c'était bien, je trouve, de l'expliquer comme ça. Juste après l'hôpital, je suis allée chez mes parents une dizaine de jours pour me reposer, pour accuser le coup, pour réfléchir à tout ça. Et j'ai eu mes amis au téléphone qui ont pris de mes nouvelles et qui m'ont demandé ce que j'avais finalement. Et je leur ai expliqué. Et c'est eux qui sont allés voir sur Internet, qui sont allés se renseigner suite à ce que je leur avais dit. Parce qu'ils m'ont dit... qu'est-ce qu'ils t'ont diagnostiqué? Je leur ai dit c'est une sclérose latérale amyotrophique. Donc, voilà, ils sont allés se renseigner sur Internet et c'est eux qui ont aussi accusé le coup, je pense, parce que moi, je ne m'étais pas renseignée à ce point-là. Et c'est eux qui m'ont informé un peu de la gravité de la maladie. Je ne le savais pas, moi. En fait, on se dit c'est pas possible. Je vais aller voir un autre neurologue, je sais pas, je vais aller voir un autre avis, 2 avis, je suis allée voir 2 autres neurologues. Non pas que je ne faisais pas confiance, hein, pas du tout. Ils ont été très professionnels à Lyon, hyper bienveillants. Mais on a envie on a envie. Je pense que c'est humain d'avoir un autre avis et d'entendre. On espère qu'il y ait une erreur, en fait. Je pense que c'est ça. Je suis allée voir une neurologue à Genève, je suis allée voir un neurologue à Paris. Et ils m'ont tous dit qu'ils s'étaient pas trompés, donc je me suis dit, j'en reste là, quoi. Tu dis souvent que ton autonomie t'a été volée au quotidien. Oui, complètement. C'est tout à fait ça, c'est terrible. L'autre fois, je commence à avoir ma main droite qui tremble et l'autre fois, je me suis renversé ma tasse brûlante parce que j'ai failli me brûler, mais je l'ai renversée sur moi. Mais c'était, c'est difficile, j'ai l'impression d'être une personne âgée là, je maîtrise plus. C'est difficile, il faut que je prenne... Quand je veux boire, je prends mon verre à 2 mains parfois parce que j'ai peur de le renverser. J'ai plus de prise en fait dans la pince pouce-index. Même la main droite, ça commence à être un peu compliqué. Mon sèche-cheveux, il est hyper lourd. Pourtant, il est pas lourd, hein, mais moi, je le trouve très lourd. J'ai tout un tas d'objets à adapter. Dans ce quotidien, tu as des personnes qui t'aident tous les jours? Oui, j'ai une équipe... Oui, bien sûr, j'ai une aide à la personne, on appelle ça. J'ai une personne qui vient tous les jours, 1 heure, parfois 3 heures de temps pour m'aider sur plein de choses, des tâches ménagères, préparer mon repas, faire mes courses. De temps en temps, je le fais moi, mais c'est vrai que parfois, je lui demande 2-3 petites choses. Ça me rend bien service. J'ai un peu d'aide pour le ménage, pour mon linge. C'est tout des choses qui, pour moi, me prennent énormément d'énergie et me fatiguent très vite. Ils prennent soin de moi, c'est chouette. Je trouve que c'est une aide incroyable. Et je voudrais les remercier aussi parce que sans elles, ce serait un peu plus dur le quotidien. Grâce à ta famille et tes amis, la vie, elle est plus belle aussi? Oui, elle est plus belle. T'es bien entourée carrément. quand même. Oui, je suis bien entourée, j'ai de la chance. Je pense notamment oui. à tes parents, Liliane et Christophe, ta sœur Marine, Tom et Thiago, oui. tes neveux. Mais tu t'es bien renseignée. Ta meilleure amie Pauline. Oui. C'est pour eux que tu te bats aussi? Oui, c'est pour eux que je me bats aussi. C'est pour leur montrer que je lâcherai pas les bras et qu'ensemble on y arrivera. Tes parents, ils doivent être fiers de toi. Oui, je pense. Ils me le disent pas, mais je pense. On est un peu pudique dans la famille, mais oui, ils sont fiers de moi, je pense, ouais. Tu me parlais que vous étiez pudique dans votre famille, vous ne disiez pas forcément les choses tout le temps. Non. T'as quelque chose à dire à tes parents? Ils nous écoutent. Que je les aime très fort et que je les remercie pour tout le soutien qu'ils m'apportent. C'est un soutien qui est important? Oui, pardon.
Ouais, c'est un soutien qui est important parce que c'est pas simple c'est pas simple d'en parler non plus parce que j'ai envie de les préserver. Euh, Je suis désolée, c'est l'émotion. Ça fait du bien de pleurer. Ouais, oui, je pleure souvent. Pas de problème, je me prive pas. Je pleure très souvent. Ça fait du bien. Oui, non, c'est important parce que c'est important d'avoir leur soutien et en même temps, oui, j'ai envie de les préserver de tout ça. Donc, je suis un peu entre deux. J'en parle à mes amis volontiers, j'en parle moins à mes parents, je pense, mais j'ai envie de les protéger, de les mettre dans un petit nid de plumes. Je te propose que l'on prenne quelques secondes pour sécher ces larmes d'amour et que nous nous retrouvions dans la seconde partie de ce podcast dans laquelle tu vas nous expliquer comment tu vas aujourd'hui, toutes les choses que tu as fait depuis le diagnostic de ta maladie il y a 2 ans, et il y en a beaucoup. Et puis, il y a aussi une très belle rencontre, quelqu'un qui t'a pris sous son aile et avec qui tu fais avancer la recherche. À tout de suite. Deux ans après ton diagnostic, comment tu te sens aujourd'hui ? Tu es une femme heureuse malgré tout ? Oui, je m'estime heureuse d'être. En fait, je me dis qu'au bout de 2 ans, je suis encore. Pour moi, je me sens encore en pleine forme. Oui, je suis hyper heureuse parce que j'ai plein de projets, parce que je fais des rencontres incroyables. Ma vie est devenue un peu extraordinaire depuis mon diagnostic. C'est un peu fou de dire ça, mais c'est la réalité. Et puis, tu as décidé de ne pas t'apitoyer sur ton sort. Oui, exactement. Je suis pas quelqu'un qui m'apitoie sur mon sort dans tous les cas, encore moins là. Ça se voit. Ah ouais. Oui, je me suis dit c'est très positif. Oui, il faut. C'est mon ascendant sagittaire, ça. Donc j'ai pris le petit fascicule qu'on m'avait donné à l'hôpital, un petit fascicule sur l'ARSLA, l'association qui est basée à Paris, l'Association nationale sur la recherche, et j'ai appelé et je suis tombée sur Bettina, une jeune femme très gentille qui m'a répondu. On a parlé 2 bonnes heures ensemble et on a évoqué les éventuelles façons de faire connaître cette maladie. Et puis après, c'est de moi-même où je pense que le job de commercial, c'est comme un travail. En fait, là, je vends pas mon produit, je vends la maladie finalement. Et j'ai envie de la vendre à tout le monde. Et la vente, c'est une façon de parler, mais j'ai envie de la faire connaître à tout le monde pour qu'ensuite ça touche les gens et qu'ils reviennent vers moi en me disant tiens, j'ai une solution. C'est comme s'ils me disaient j'achète ton produit. Pour moi, c'est pareil. Voilà, et je connais parfaitement mon produit parce que je parle de ma maladie. Donc, et je suis allée voir des entreprises. Je suis allée en même temps, elle m'a parlé d'Océane. C'est une jeune fille qui a la vingtaine et qui organisait les 24 heures en selle, un événement qu'elle faisait sur le lac d'Annecy en juin 2022. Et en fait, le principe, c'était de faire le tour du lac à vélo sur 24 heures de temps et de collecter des fonds pour la recherche. Elle faisait ça pour son papa aussi atteint de la maladie de Charcot. Et voilà. Et après, il y a son papa qui est parti 2 mois après l'événement. Et elle m'a dit, écoute, je me sens pas de refaire l'événement l'année prochaine, c'est trop dur pour moi. Et moi, je lui dis, écoute, je me sens pas d'abandonner ton événement, c'est pas possible, donc je vais le reprendre si tu le veux bien. Et avec mon équipe d'amis, copains, copines, on a repris l'événement cette année. Et on organise la 2e édition l'année prochaine. Si ça va aujourd'hui, si tu es aussi déterminée, c'est aussi grâce à une personne qui t'a pris sous ton aile. On voit très bien de qui on veut parler. Quelques mois après mon diagnostic, j'ai pris une semaine de vacances parce que j'avais besoin de me retrouver, de faire le point avec moi. Et je suis partie sur le bassin d'Arcachon parce que c'est une région que j'adore. J'avais été en 2015. Je faisais les saisons à l'époque dans les spas hôteliers et j'avais adoré ce coin. Et il y avait quelqu'un, c'était mon ancien directeur qui m'avait fait promettre de l'appeler ou de lui faire un SMS quand je reviendrais dans le coin, en fait. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et parce que quelques semaines plus tôt, avant que je parte, je me suis dit, mais comment je peux faire pour médiatiser cette maladie ? Moi, je connais personne dans le milieu.
Et il n'y a pas 36 personnes qui soient médiatisées dans mon téléphone, il y a Pascal Bataille. Qui est notamment connu avec l'émission de télévision Il n'y a que la vérité qui compte. Et je me suis dit, je vais le contacter. Et il m'avait répondu, il m'a dit, il n'y a pas de souci, on peut se voir. Et on s'est vu 1 heure de temps, il m'a donné rendez-vous à Bordeaux. Et du coup, il pensait que j'allais lui demander du travail. Il pensait que je voulais revenir dans le coin, mais non, pas du tout. En fait, je lui ai expliqué mon diagnostic. Et il est tombé de 4 étages et il m'a expliqué que son ami d'enfance, le docteur Antoine Meignier, aussi était atteint de cette maladie. Et il m'a dit, écoutez, on va faire quelque chose ensemble, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, je ne veux pas vous lâcher. Et du coup, il m'avait présenté plus tard à Marina Carrère-Dancos, la journaliste du magazine de la santé France 5. Et puis voilà, c'est parti comme ça finalement. Et après, on s'est revus au mois de juin 2020, 3 mois plus tard. Le 21 juin, en fait, le jour de la... Alors, c'est la fête de la musique, mais c'est le jour international de la SLA. Et on s'était vus à l'Opéra Bastille à Paris, parce qu'il y avait une soirée exprès pour l'ARSLA, et on s'était vus à ce moment-là. Et ce soir-là, il m'a dit, vous pouvez me tutoyer. Et on s'est tutoyé depuis ce jour-là. Voilà. Et c'est à partir de cette période quasiment où tu as décidé de mettre ta carrière professionnelle entre parenthèses. C'était impossible pour toi de continuer la même vie ? C'est pas que c'était impossible, mais je suis quelqu'un de tellement entière que quand je me lance dans quelque chose, c'est à fond. Quand je me lance dans le travail, c'est à fond. Si je me lance dans la recherche, c'est à fond. Et je peux pas être à fond partout, parce qu'on ne peut pas, c'est pas humain. Donc il a fallu choisir, et c'était tellement logique de choisir la recherche. J'avais envie de m'impliquer à fond, et donc du coup j'ai dû abandonner petit à petit ma vie professionnelle, malheureusement, parce que ça me manque. Mais j'ai plus le temps de toute manière, je suis tellement à fond. J'ai l'impression d'avoir créé mon entreprise. Il m'arrive d'écrire des mails à minuit, j'ai des coups de téléphone sans arrêt dans la journée. Je me suis vraiment investie à fond dans la recherche et je suis très contente. C'est une maladie où il n'y a pas de traitement en ce moment. Moi, je ne pouvais pas me dire il n'y a pas de traitement, comment on va faire, mais je vais continuer ma vie normale. C'est pas possible pour moi, il fallait être acteur de cette nouvelle recherche de traitement. Alors, il y a beaucoup de choses que tu as réalisées avec Pascal Bataille. On va revenir sur quelques exemples. Tu es parti en Laponie le 24 janvier 2024. Oui, c'est ça. Laponie, c'était un grand moment incroyable. La Laponie, en fait, c'est parti d'un déjeuner au mois d'août 2022. Pascal m'avait invité quelques jours au Cap Ferret chez lui avec sa famille. Et un midi, il avait envie de me présenter Christelle Gauzet. Peut-être que tu connais. Voilà, c'est une gagnante de Koh-Lanta 2008. Christelle qui est hyper humaine, hyper sympa, hyper dévouée. C'est vraiment le mot. Et donc on a fait connaissance au cours d'un déjeuner et on s'est présenté. Moi, je lui ai expliqué un peu mon parcours. Elle était très touchée et elle m'a dit, écoute, moi je suis fondatrice de Défi d'elle. C'est des défis sportifs, des raids féminins. En général, c'est féminin. Et elle me dit, écoute, j'en organise un mixte cette fois en Laponie au mois de janvier. Est-ce que ça te dit de venir ? Et si ça te dit de venir, en général, ils reversent les fonds à une association pour la prévention du cancer du sein. Donc là, elle m'a dit, écoute, ce sera moitié cancer du sein, moitié ARSLA. Et j'ai dit, mais ce serait trop bien et tout. Donc elle nous regarde, Pascal et moi. Et ça vous dirait de faire un duo en Laponie ? Et en fait, on s'est regardés, on a dit oui, on ne savait même pas ce qu'il allait avoir. Et après, on lui demande, je dis, mais au fait, il y a quoi comme défi ? Il y a quoi comme chose à faire là-bas ? Il y a quoi comme épreuve sportive ? Et elle me dit, alors il y a du trail, c'est environ 16 km. Après, elle me dit, il y a du ski de fond. Alors, je déteste le ski, encore le ski de fond, c'est juste horrible. Et après, il y a du fat bike and run, donc c'est du vélo 1 pour 2. Et il y en a un qui court et on échange de temps en temps, quoi. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, mais dans quoi on s'embarque ? Et en fait, finalement, c'est parti comme ça. Après, j'en ai parlé à ma sœur, elle m'a dit, mais j'aimerais trop venir. J'en ai parlé à Pauline, j'aimerais trop venir aussi avec son conjoint. Et finalement, on s'est retrouvés à 6 binômes là-bas pour l'ARSLA. C'était comment ? Hors du temps. Hors du temps, c'était magique. C'était un moment suspendu. C'était 5 jours durs. C'était très dur, par contre. Et surtout en ski de fond.
J'ai détesté ce moment. Parce qu'en plus, j'ai plus de force dans le bras gauche. Donc c'est vrai que quand vous avez un bras comme ça, plus un bâton à gérer pendant 12 km et 300 mètres de dénivelé plus, c'était juste horrible. Mais c'était émouvant, c'était merveilleux. C'était important également de partager ça avec ta sœur et ta meilleure amie. Ah oui, c'était super. Franchement, je pensais pas qu'elle viendrait avec moi toutes les deux. Mais oui, ça avait complètement du sens, ouais. Ça fait des souvenirs incroyables. Et puis en mai, tu as fait Fort Boyard. Oui, Fort Boyard, qui l'eût cru. Oui, c'était une expérience dingue, parce que moi je regardais Fort Boyard comme peut-être toi aussi quand on était petit. Et jamais je pensais un jour participer à une émission comme ça. Je me suis sentie extrêmement chanceuse parce que je suis anonyme, j'étais la seule anonyme. En général, c'est que des personnes connues. Et non, c'était la première fois qu'ils faisaient une émission pour une association où il y avait un membre de l'équipe qui était concerné par la maladie. Et ça, c'est Claude Dartois, un gagnant en 2011 de Koh-Lanta, qui était avec moi en Laponie avec sa femme. Et un matin au petit-déj, il était 5h du mat'. Et il me dit, écoute, j'ai une super idée cette nuit, est-ce que ça te dirait qu'on fasse Fort Boyard ? Je connais bien Alexia Laroche-Joubert, il y a moyen qu'on puisse faire l'émission, est-ce que ça te dirait ? Je dis, écoute Claude, il est 5h là, tu me parles de Fort Boyard, j'en sais rien. Et puis en fait, j'ai avalé mon café, et puis je lui ai dit, écoute, on fait Fort Boyard, si elle veut bien, ça serait génial. Donc, c'était comment ? Incroyable, j'étais très stressée parce que la trouille de tomber sur des bestioles, sur le vide. Moi qui ai peur du vide, j'ai dû faire 5 séances d'hypnose avant au cas où je tombe sur une épreuve de vide. C'était émouvant de voir tous les personnages du fort, de voir le fort aussi, qui paraît très très grand à la télé, mais qui est pas si grand que ça. Le fait d'être avec Pascal, avec Marine L'Orphelin aussi, où j'étais en Laponie. Avec Claude, du coup, qui était avec nous. J'étais avec également Mario Baravecchia, qui est un ancien finaliste de la Starac, où son papa aussi est concerné parce qu'il est parti de la SLA. Et j'étais aussi avec une petite jeune fille qui s'appelle Maëlle, la chanteuse, peut-être que tu connais, et que j'ai appris à connaître là-bas, et on s'est super bien entendus. Et c'était trop bien. J'ai adoré. C'était... Il n'y a pas de mots. C'est vrai que... On te sent ému quand on parle. Ouais, c'était chouette. En plus, on a fait le meilleur gain de la saison. Donc, on a 19 854 €. Ouais, bravo. Ouais, j'allais dire autour de 20 000 €. C'est ça. Donc, on a eu une extension. On a gagné 1 500 € supplémentaires. Non, 1 000 €, pardon. Supplémentaires pour l'association. Donc, ça nous a fait ce montant-là, 19 000 €. C'était fou. Franchement, je suis hyper fière d'avoir fait cette émission et de m'être dépassée, parce que j'ai eu le laboratoire, franchement, c'était pas du tout agréable. Je suis ressortie avec des hématomes de dingue sur les jambes. Je me suis brûlé la main. Enfin bref, j'ai eu des petits trucs que ça, à la télé, on peut pas le savoir, mais j'ai eu des petits bobos après. C'était trop bien. Cette maladie, elle te permet d'avoir une vie sentimentale ou il n'y a pas de place pour l'amour ? Alors si, il y aura toujours une place pour l'amour. Après, je vous en dis pas plus aujourd'hui. Vous verrez quand vous aurez lu mon livre. Donc tu prépares un livre ? Oui. Ça y est, je suis sur la fin de l'écriture. C'est pour quand ? Alors c'est pour le mois d'avril 2025. On a hâte de découvrir ton livre. Quels sont tes prochains projets ? Alors, pour 2025, j'en ai plusieurs. J'ai du coup la partie de mon livre au mois d'avril. J'organise, avec l'aide de Pascal également, l'aide de plusieurs personnes, une soirée caritative à Arcachon le 18 avril, avec un dîner caritatif fait par un grand chef étoilé et avec une vente aux enchères. Et j'organise également une soirée concert sur Annecy, à l'Arcadium, le 24 mai prochain, avec plusieurs artistes. Un beau programme. Beau programme, oui. Beaucoup de travail. Et je le rappelle, message de prévention, c'est important. Si vous souhaitez vous renseigner sur la maladie de Charcot ou de faire un don, rendez-vous sur le site arsla.org, arsla.org.
C'est vrai que trouver un traitement, c'est le nerf de la guerre, comme on disait tout à l'heure. Tout à fait. Ouais, il faut faire des dons, En plus, c'est défiscalisable. Donc, par exemple, sur un montant de 100 €, on donne en fait que 34 €. Ça, les gens ne savent pas forcément, mais c'est hyper important. C'est quoi 34 € pour 100 € donnés? C'est chouette. Si tout le monde pouvait faire ça. Tu as un message à faire passer? Oui, bien sûr, j'ai un message à faire passer. Comme je dis toujours, vivez les choses aujourd'hui. Pourquoi les repousser à demain, finalement? Vivez tout de suite. Ne repoussez pas. On ne sait pas demain de quoi sera fait. On ne sait pas. Donc, c'est tout de suite, maintenant, là. Vivez sans attendre. C'était une citation d'Yves Saint-Laurent que j'aime bien. Vivre et aimer sans attendre. J'aime beaucoup cette citation. Et profiter de la vie. Mais c'est un mot trop facile, ça, profiter de la vie. Je trouve que c'est trop banal. Mais savourer chaque instant, vivre en pleine conscience, manger des choses qui vous font plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025? Une bonne santé. Ça a jamais pris autant de sens. Une bonne santé. Voilà, comme je dis, amour, gloire et santé, quoi. Et puis plein de projets, de la réussite dans la recherche. J'ai tellement envie que mon neurologue m'appelle pour me dire Mademoiselle Vivier, il y a une solution, venez à Lyon. Ça, c'est mon rêve. Cet épisode touche déjà à sa fin. Merci Lorraine de nous avoir reçus aujourd'hui. Avec plaisir, merci d'être venue en tout cas et merci pour ce podcast. Bravo pour tout ce que tu fais au quotidien. Tu es du côté de la vie, tu te bats jour après jour. Je suis sincèrement admiratif par tout ce que tu fais. Une vraie leçon de vie. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous et d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous suivre afin de rester en contact et de traverser un petit bout de chemin ensemble. Votre soutien est très important dans la poursuite de cette aventure. Et surtout, n'oubliez pas, parlez-en autour de vous. Prenez soin de vous et à bientôt dans Nous.